Et oui, en effet, il reste encore beaucoup à accomplir, améliorer la qualité de l'eau, nous en sommes tous convaincus. Mais la vraie question est justement à quel coût et avec quels moyens, et c'est ce que nous allons creuser enfin avec cette table ronde. Merci d'accueillir sur scène Sébastien Apothéllose, Philippe Dallier, Nicolas Garnier et Françoise Goulard. Jingle, vous pouvez rentrer. C'est vrai. Il me coupe. Merci. Alors pour évoquer ce sujet passionnant, nous avons avec nous 4 autres experts reconnus dans leur domaine. Sébastien Apothéllose, responsable du service de l'eau de Lausanne. Votre perspective internationale va nous apporter un éclairage complémentaire sur ces défis. Philippe Dallier, maire des Pavillons-sous-Bois, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis et premier vice-président du SIAPL. Votre expérience à la croisée des enjeux politiques et financiers nous seront précieuses. Nicolas Garnier, vous êtes délégué général de l'Amorce. Votre vision globale des enjeux territoriaux en matière d'environnement enrichira nos échanges. Et enfin, pour conclure, Françoise Goulard, vous êtes directrice de la recherche, de l'innovation et de la transition écologique à la Régie de l'eau Bordeaux Métropole. Également une autre collectivité confrontée aux défis de la DERU. On va commencer tout de suite avec vous, Sébastien Apothéllose. Vous pouvez prendre le micro. Vous êtes responsable donc du service de l'eau de Lausanne. Et mes fiches sont en double, excusez-moi. Philippe Dallier, dans quel contexte financier s'inscrit cette séquence législative? C'est pas pour moi, là. Voilà. Excusez-moi, mes fiches sont en double. Bon. Je suis perdue. C'est très challenging. Écoutez, on m'a demandé de vous faire part de mes interrogations. J'aurais presque envie de vous dire de mes angoisses, mais enfin, je vais vous dire de mes interrogations quant à notre capacité à financer les investissements que nous aurons à financer dans les 20 prochaines années. Mais je dois dire qu'après avoir entendu Pascal Rouleau nous parler de la situation de Berlin, je me sentais tout d'un coup un peu mieux parce que quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se rassure. Bon, voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler un peu des finances du SIAP et notre capacité à financer ces investissements. Je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres et simplement de vous donner quelques ordres de grandeur. Le patrimoine industriel du SIAP, sa valeur, c'est un peu plus de 11 milliards d'euros, ce qui veut dire que chaque année, on doit consacrer plusieurs centaines de millions d'euros à son entretien, puisqu'il doit être opérationnel 24/24, 7 sur 7 et 365 jours par an. Et donc, nous devons, sur nos recettes, être en capacité de dégager 300 à 400 millions d'euros par an pour maintenir en capacité cet outil industriel. Alors, nous avons un budget pour 2025, 800 millions d'euros en fonctionnement, 750 millions en investissement. Côté fonctionnement, les recettes, eh bien, c'est principalement la redevance d'assainissement que nous collectons. C'est 767 millions d'euros en 2025, ce qui n'est pas rien. Elle est assise sur la consommation d'eau. Et première remarque que je fais, c'est que cette consommation d'eau est tendanciellement en baisse, ce qui est une bonne chose pour la planète, une moins bonne chose pour les finances du SIAP. En fait, on n'a jamais retrouvé, après la crise du Covid, le niveau de consommation qu'on avait avant. Et les spécialistes nous disent qu'on est sur un trend de baissier de 0,2% par an. Donc, c'est un problème potentiel pour les finances du SIAP. Donc, deuxième remarque sur cette redevance que nous collectons, les taux ont augmenté de 30% dans les 4 dernières années. Et je vous parlerai des perspectives pour vous donner un peu l'ordre de grandeur du problème. Donc, des recettes de fonctionnement en face des dépenses de fonctionnement pour faire fonctionner la machine, un peu plus de 400 millions d'euros. Et nous sortons cette année 290 millions d'euros de dotation aux amortissements, donc pour aller financer nos investissements courants. Et il nous reste, entre guillemets, 25 millions d'euros qui sont ce qu'on va appeler de l'autofinancement réel, c'est-à-dire qu'on peut dégager pour aller financer tout ce qu'il faut financer de nouveau. C'est très peu sur un budget d'1,55 milliard. Côté investissement, en 2025, on aura à peu près un peu plus de 500 millions d'euros de crédit de paiement pour des travaux et aujourd'hui 130 millions d'euros pour rembourser le capital de la dette du SIAP qui était à la fin de l'année dernière, au début de l'année 2025, fin 2024, de 1,5
milliards d'euros et qui passera à 1,8 milliard d'euros à la fin de l'année 2025. Donc voilà la situation du budget du SIAP. Donc on a une dette qui est relativement élevée, dont les taux d'intérêt sont en train de monter assez considérablement. Il y a 2 ans ou 3 ans, quand on empruntait à 1%, parfois on trouvait que c'était cher. La responsable des finances du SIAP, qui est ici, Madame Doué, m'a dit que, alors que nous avons 400 millions d'euros à lever cette année, les taux étaient à 3,8%. 3,8%. Il est clair que sur des emprunts à 25 ans ou plus, ça finit par coûter très cher et c'est une autre donnée du problème pour le SIAP. Alors, pour l'avenir, eh bien, nous avons un plan pluriannuel d'investissement à 10 ans qui prévoit 4 milliards de crédits de paiement, ce qui n'est pas rien. Et pour financer ce plan pluriannuel d'investissement, on va porter la dette dans la prévision de 1,8 milliard à la fin de l'année à 2,1 milliards d'ici 10 ans. Et ça ne suffira pas. En parallèle, il faudra que le produit de la redevance d'assainissement augmente de 37% à objectif 10 ans. Voilà ce que nous savons aujourd'hui. Et dans les 4 milliards de crédits de paiement qui figurent dans ce PPI, Vincent Rocher estime qu'à peu près 1,3 milliard contribueront à atteindre l'objectif de la DRU2. Pour ce qui se passera ensuite, alors là, c'est la grande interrogation. Quelle est l'enveloppe ? 1,5 milliard ou plus ? Impossible de le dire aujourd'hui. Et ça va dépendre de ce que feront les parlementaires, puisque vous savez que la DRU sera transposée en droit français. Et moi qui ai été sénateur pendant 17 ans à la Commission des finances, je sais ce qui peut se passer dans l'hémicycle en matière de transposition, puisque là, vous avez toujours les parlementaires qui, plein de bonnes intentions, vont chercher à maximiser les objectifs qui ont été imposés par l'Europe. Et comme le disait Vincent Rocher, ce qui coûte très cher, c'est le plus qu'on cherche à atteindre et qui, en termes d'investissement, peut représenter des sommes considérables. Donc voilà pour poser le tableau. Alors dans le petit film qu'on a vu, on interrogeait les franciliens sur le prix de l'eau. Effectivement, on peut dire que ça n'est pas très cher. Si ce n'est que tel qu'on est organisé, si ça coûte 4,50 à Paris le mètre cube, dans mon territoire, le PT Grand Paris Grand Est, qui est le plus pauvre fiscalement de la métropole du Grand Paris, on est déjà à 5,40. Le prix le plus cher en France, c'est 5,70. Ce qui veut dire que ce prix du mètre cube va continuer à augmenter dans les années à venir parce qu'il y a la DRU2, parce qu'il y a le plan baignade et à l'approche des élections municipales de 2026, on peut penser qu'il va y avoir beaucoup de projets mis en chantier. Et puis il y a d'autres interrogations. Je parlais des taux d'intérêt. Effectivement, la dette de la France est telle. On atteindra 3 500 milliards d'euros de dette publique à la fin de l'année. Les taux d'intérêt commencent à décoller. Ça pourrait ne pas s'arrêter. Je vous rappelle par exemple qu'en Italie, à un moment donné, l'Italie payait les taux d'intérêt à 5 ou 6%, alors que ceux de la France et de l'Allemagne étaient à peu près au même niveau, à 2,5%. Donc voilà, des investissements dont il est difficile d'estimer aujourd'hui le montant exact, un modèle de financement assis sur le litre d'eau, le mètre cube d'eau consommé, beaucoup d'interrogations. Alors derrière, effectivement, j'espère qu'un jour on fera contribuer, enfin c'est dans les tuyaux, mais que les pollueurs contribueront effectivement au financement de nos investissements. On pourrait parler des micropolluants, mais ça ne suffira pas. Et je pense qu'il faut quand même garder en tête que, au bout du compte, c'est l'usager qui paye et que l'usager commence à se rendre compte aujourd'hui que le prix de la facture d'eau a beaucoup augmenté dans les dernières années. C'est ce qu'on a vu effectivement dans cette vidéo. Françoise Goulard, vous, de votre point de vue justement de la métropole de Bordeaux face à ces défis d'investissement, comment ça se passe ? Alors déjà, merci le SIAP d'inviter la province. Ça fait... Ça fait plaisir d'être ici, et d'autant plus que la Régie de l'eau Bordeaux Métropole n'a pas encore la compétence assainissement. On vient de passer en régie pour l'eau potable en 2023 et on aura la compétence assainissement en 2026. Donc on essaye d'anticiper. Alors pour vous expliquer un peu le contexte bordelais, on a 6 stations d'épuration, dont 2 petites pour nous qui sont à plus de 400 000 équivalents habitants. Donc rien à voir avec ici. Et particularité, on ne traite pas l'azote et le phosphore aujourd'hui parce qu'on rejette
dans l'estuaire qui n'est pas considérée comme une zone sensible à l'eutrophisation. Donc nous, la DRU 2, ça va signifier, donc, au-delà de l'amélioration de la collecte des eaux pluviales qu'on a évoquée tout à l'heure, traiter l'azote et le phosphore, traiter les micropolluants, tout ça avec la neutralité énergétique. Donc c'est un gap énorme au niveau technique, surtout que dans l'équation, on n'a pas beaucoup de réserves foncières. Donc on est vraiment, je pense, un cas d'école en France où le gap technique va être énorme et du coup, bien sûr, l'impact financier aussi. Considérable. Donc la première estimation, elle était, si on devait faire juste la modernisation de nos stations d'épuration avec réglementation constante du fait de l'augmentation de la population et donc de nos limites de capacité, on était à 800 millions d'investissements. Là, les premières estimations, ça dépasse les 2 milliards. Donc évidemment, un peu comme ici, ça va être compliqué à assimiler dans un calendrier qu'on a l'impression d'ici à 2045 que c'est loin, mais on est aussi un établissement public avec une maîtrise obligatoire de notre taux d'endettement. Et donc la question est vraiment cruciale pour nous. Merci beaucoup Françoise. Vous, de votre côté, Philippe Dallier, justement, avec votre expérience de parlementaire, vous venez également de le mentionner, quelle serait selon vous la transposition la plus équilibrée en droit français? Celle qui est finançable. Tout simplement. Et malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais au Parlement, ça ne se passe pas souvent comme ça. D'abord parce qu'il est très difficile d'avoir des estimations. Pour effectivement prendre une décision éclairée, il faudrait qu'on puisse dire aux parlementaires, avant que la séance n'ait lieu, bon, mais voilà, si vous avez tel niveau d'exigence, ça coûte tant, tel autre niveau d'exigence, ça coûte tant. Il est assez rare que... normalement, on doit nous présenter les études d'impact, etc. Mais dans les faits, on est souvent amené à se prononcer assez mal éclairé. Et donc, après, dans l'hémicycle, c'est souvent la course à celui qui fera adopter l'amendement le plus rigoureux au nom de bons principes, si vous voulez. Mais encore faut-il que tout cela soit soutenable, parce que notre collègue de Bordeaux disait qu'effectivement, elle avait des seuils à ne pas dépasser en matière d'endettement. Pour nous, c'est la même chose. On emprunte, une partie de nos emprunts sont souscrits auprès de la Banque européenne d'investissement. Dans le contrat, il est clairement dit que si nous ne respectons pas certains ratios, les emprunts sont remboursables immédiatement. Et donc, on ne peut pas se permettre de laisser déraper les choses. Et donc, la seule variable d'ajustement que nous avons aujourd'hui, c'est soit de réduire l'investissement, mais on voit bien que c'est pas à la direction, c'est pas ce qu'il faut faire de toutes les manières. Mais la seule variable d'ajustement après, ça va être le niveau de la redevance. Mais jusqu'où peut-on, effectivement, rendez compte pour le SIAP, en 15 ans, ça fera quasiment 70% d'augmentation de la redevance. Et tel que nous sommes organisés ici, vous avez le SIAP, vous avez les EPT, vous avez les départements, chacun y va de son augmentation. Au bout du compte, la facture d'eau, elle devient un peu salée, quoi. Donc la soutenabilité pour les établissements ou les collectivités, c'est une chose, mais après, il y a la soutenabilité pour le particulier. Voilà. Ça, on l'a vu également. De votre côté, Sébastien Potelos, donc justement, Philippe Dallier a abordé la question des enjeux, des financiers, on vient de le voir. En Suisse, comment ça se passe? Vous avez été précurseur en ouvrant le chantier, justement, du traitement des micropolluants il y a 10 ans. Quel est votre retour d'expérience à ce sujet? Est-ce que vous pouvez également nous en dire davantage sur ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez mis en place sur ce mécanisme financier? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Lausanne n'a pas été invitée en tant que capitale olympique, mais en tout cas, je félicite le SIAP pour les gros efforts qui ont été faits. On a été très impressionnés de la rapidité. C'est dingue, hein? Le contexte suisse est un peu différent parce qu'on n'est pas soumis à la DRU, donc voilà, c'est d'autres lois qui s'inspirent des lois européennes, mais qui sont quand même un petit peu différentes. Et puis... la Suisse, dans ce contexte, a développé un modèle assez intéressant. Alors, juste en quelques mots, peut-être pour situer Lausanne, vous le savez probablement au bord du lac Léman, le service de l'eau de la ville de Lausanne gère à la fois l'assainissement à l'eau potable, et on a ce cycle de l'eau qui se boucle sous nos yeux, en fait, avec l'eau potable qu'on prélève dans le Léman et puis qu'on rejette ensuite après épuration. Et puis, la steppe de Lausanne, qui est en complète reconstruction, c'est une petite steppe à l'échelle du SIAP, c'est 350 000 équivalents habitants. À peu près autant de 350 millions, voilà, un montant qui est en train d'être investi. Et la particularité, c'est qu'on doit reconstruire toute la steppe et on n'ajoute pas simplement une étape micropolluant. Donc,
Aujourd'hui, on travaille avec une moitié de STEP. On a le pré-traitement, traitement primaire, on rejette au lac. On n'a pas encore la biologie. On devrait la mettre en service cette année. Et puis, pour des questions de manque de place, on n'a pas mis de traitement biologique provisoire. Et puis, de manière assez surprenante, on surveille l'état du lac. Pour le moment, ça ne pose pas trop de problèmes, alors qu'on rejette, en termes de DBO, de DCO, etc., une eau qui est nettement plus chargée que ce qu'imposent les normes. Donc, pour dire que les micropolluants, on ne l'a pas encore fait à Lausanne. Donc, je viens m'exprimer ici sur ce sujet où la Suisse a été précurseur, mais Lausanne n'a pas encore mis en place ce traitement. Alors maintenant, si je viens sur la Suisse, puis ce traitement des micropolluants qui coûte cher, c'est une étape de plus. Le système qui a été mis en place, c'est depuis 2016, en fait, c'est de prélever 9 euros, il y a à peu près l'équivalence franc-suisse euro, 9 euros par habitant pour alimenter un fonds fédéral qui sert ensuite à subventionner la construction du traitement quaternaire. Et puis, le taux de subventionnement est assez élevé, c'est 75%, des investissements uniquement. Et là, aujourd'hui, il y a des critères pour rendre obligatoire le traitement des micropolluants, c'est les gros steppes, plus de 80 000 habitants, ou celles de 24 000 habitants qui rejettent l'eau dans un lac, ou les plus petites, des 8 000 habitants, si elles rejettent l'eau dans un cours d'eau où les eaux usées font plus de 10%. Donc voilà, il y a un petit peu différents critères comme ça qui font que ces steps-là doivent s'équiper et ensuite ont droit aux subsides. Mais tout le monde paye cette taxe en fait, de 9 francs par habitant. Le système a permis, alors, par rapport à ces critères, c'est à peu près 135 stations d'épuration qui devraient s'équiper. Et aujourd'hui, on a une trentaine qui sont équipées. Donc, en presque 10 ans, il y a encore du boulot à faire. On voit que ça prend énormément de temps de faire les projets, simplement. À Lausanne, on a été retardé dans le projet de traitement des micropolluants parce qu'on avait un procédé qui utilisait de l'ozone et du charbon actif. Et puis, on a remarqué trop tardivement que les eaux usées contenaient trop de bromure qui se transforment en bromate avec l'ozone. Et puis, ce qui faisait qu'on aurait fait une espèce d'usine à bromate qui rejette ça dans l'aimant. Ce n'était pas l'objectif d'une station d'épuration. Ouais, je parlerai de la suite plus loin, après. Je ne vais pas prendre trop de temps. Merci beaucoup Sébastien. Nicolas Garnier, vous de votre côté, effectivement, est-ce que vous pensez que la révision de la DRU, elle ne repose pas finalement la question du modèle économique de l'eau, du fameux l'eau paye l'eau? L'eau paye l'eau. Voilà une belle phrase qui mériterait un séminaire à elle toute seule. Effectivement, alors d'abord merci à François-Marie, à Vincent d'avoir invité Amorce et de m'avoir invité à participer à cette conférence. Je crois que ce qui peut être intéressant, c'est de faire d'ailleurs la jonction entre les trois métiers d'Amorce, les déchets, l'énergie et l'eau. Et vous allez voir que tout à l'heure, on va parler de responsabilité élargie du producteur, puisque monsieur le maire tout à l'heure suggérait où est-ce qu'on va trouver l'argent en dehors de la facture d'eau. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de bien voir quelques chiffres macro en tête pour comprendre l'équation qui est particulièrement dure à résoudre. Aujourd'hui, l'eau coûte à peu près 23 milliards d'euros. Je vous invite à regarder une excellente étude qui vient d'être publiée par le Cercle français de l'eau, en partenariat avec Amorce, avec l'ADEME, donc le ministère de l'écologie et Intercommunalité de France, et qui dit, voilà, l'eau, ça coûte 23 milliards d'euros. Quand je dis l'eau coûte 23 milliards d'euros, c'est l'ensemble des usages de l'eau. Et il faut savoir que dans ces usages de l'eau, les collectivités locales, le service public de l'eau ne pèse que, vous connaissez ce chiffre, 17%. 17% des prélèvements d'eau du pays vont vers le SPEA, vont vers ce qu'on appelle le petit cycle. Le reste, c'est à la fois la production d'énergie, le monde agricole, le monde économique, les voies navigables. Donc nous ne pesons, nous en tant que consommateurs domestiques, que 17% des prélèvements. Alors on peut le moduler en fonction de la consommation, mais le mot consommation est très très dur à établir. 17%. Et nous payons, nous finançons par le service public de l'eau à peu près 60% de la facture. Donc l'eau paye l'eau. L'eau domestique paye toute l'eau, ou en tout cas une grande partie de l'eau. Et effectivement, les récentes études montrent que globalement, la DRU, mais aussi la nécessité de renouveler les réseaux, la nécessité de mettre en place une stratégie pluviale, et on s'est beaucoup parlé tout à l'heure de la question de la désimperméabilisation, un certain nombre d'autres sujets, c'est 10 milliards d'euros qu'il va falloir mettre sur la table. Auquel je me permets d'ajouter le coût assurantiel, qui est un nouveau sujet pour les collectivités locales, qui explose littéralement. J'ai quelques collègues, les UVE, le protoxyde d'azote, etc. Le coût assurantiel de nos installations de services publics explose. Il est établi aujourd'hui à 3 milliards d'euros à terme. Donc plutôt 13 en réalité qu'il va falloir trouver.
si on garde le ratio, je vous avais dit que j'allais challenger votre chiffre, mais c'est plutôt, moi je verrais plutôt entre plus 50 et plus 100% de la facture d'eau si on la fait bête et méchant, c'est-à-dire on continue à faire peser tout le coût de l'eau à l'usager final. C'est ça, c'est x2, entre 50% et x2. Maintenant, si on s'immerge dans la question des financements, avant de parler plus tard de la REP, aujourd'hui, le flux financier qui permet de déclencher des investissements, des CAPEX principalement, mais ensuite probablement provoquer des OPEX, c'est le système des agences de l'eau et des redevances. Alors là, nouveau focus, je ne suis plus dans les 23 milliards, je suis dans les 2,3 milliards, tout le monde connaît ce chiffre, le budget des agences annuelles à peu près. Et là, nouvelle découverte, qui finance les agences de l'eau? À près de 80%. Le service public de l'eau, qui représente toujours 17%. Donc on représente 17% des prélèvements, on finance 80% des agences. Attention, je vais continuer dans... On bénéficie de combien du niveau d'aide des agences? Entre 30 et 50%. Ça veut dire qu'on représente 17% des prélèvements, 80% des ressources des agences, entre 30 et 50% selon les années, des aides. Donc à la fois c'est un système mutualisant où globalement c'est nous qui partageons, mais où sont les autres? Où sont les autres? Alors, si on prend deux sujets, et après on arrivera probablement au REP dans un deuxième temps, sur les redevances de prélèvement, est-ce que vous savez que vous et moi, pour boire de l'eau potable ou pour se brosser les dents, la redevance qui est appliquée est en moyenne de 7 centimes par mètre cube? La redevance, c'est-à-dire le droit d'accès à la ressource en eau. Pour un agriculteur, c'est 1 centime. Pour tous les autres industriels, en particulier les voies navigables, etc., c'est 0,1 centime. Donc en réalité, il y a une asymétrie totale de l'accès à l'eau dans le système des redevances. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième, puis après je m'arrêterai là, qui paye quoi en termes de redevances de pollution? Alors là, c'est massif. 80% des redevances sont des redevances de pollution payées par le système, le service de potable et d'assainissement. Les autres pollueurs, je ne saurais pas les hiérarchiser par rapport à nous, ne financent que 20%. Et dans ces 20%, en réalité, il y a une petite redevance industrielle, une petite redevance pesticides, désolé s'il y a des agriculteurs, elle est quand même pas très grosse, et puis il y a plein de non-payeurs. Les gens des PFAS, les gens des vêtements, microplastiques, les gens des cosmétiques, les gens des médicaments, etc. Donc on est dans un modèle aujourd'hui dans lequel l'équation n'est pas claire, n'est pas saine, n'est pas équitable, et dans lequel il y a un certain nombre de personnes qui ne contribuent pas du tout ou très peu au modèle. Donc moi je dis aujourd'hui, l'idée de l'eau paye l'eau, elle est majeure, elle est souveraine, elle n'est juste pas appliquée. Et donc voilà où il faut aller, si on ira, mais on ira peut-être plus loin après sur la question de REP. Bien évidemment, on va y aller, mais ils sont très studieux sur cette table ronde, donc très disciplinés. Sébastien Potello, justement, l'eau paye l'eau, comment ça se passe chez nos amis suisses? J'ai un peu de peine à comparer parce que je ne connais pas assez bien le système français, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de redevances. On n'a pas d'agence de l'eau, donc en réalité, l'argent qui est prélevé auprès des consommateurs d'eau va à l'eau potable ou va à l'assainissement, en fait. C'est séparé, évidemment. On a un prix de l'eau moyen, je pense, qui tourne autour de 4 € le mètre cube, tout compris, moitié-moitié à peu près entre eau potable et assainissement. Si je prends à Lausanne, la reconstruction de la steppe, ça va faire passer le prix du mètre cube d'à peu près 1 franc, qui était un prix trop bas, parce que la steppe était très ancienne, amortie, à un peu plus de 2 francs par mètre cube. Donc on double ce prix de l'eau. Et évidemment, on fait appel à des fonds externes, mais on arrive quand même à rentrer dans nos cordes. Et je n'arrive pas à vraiment faire l'analogie avec l'analyse que vous venez de faire, en fait. J'ai l'impression qu'en Suisse, on est plus quand même dans un modèle l'eau paye l'eau. Il n'y a pas ces redevances qui sont prélevées en fait sur le petit cycle de l'eau. Donc voilà un modèle un peu différent. Ce que je peux dire peut-être aussi en complément par rapport à Lausanne même, on a essayé d'aller un peu dans le sens du principe de causalité entre eau usée et eau claire. À Lausanne, on a un système unitaire au centre-ville, séparatif à l'extérieur, mais on a appliqué pour tout le monde une taxe sur les surfaces étanches. C'est un moyen à la fois d'inciter à désimperméabiliser, de diversification des recettes, et puis le principe de causalité est meilleur parce que le réseau d'assainissement est dimensionné aussi pour le temps de pluie, et puis si on a du séparatif, on a un deuxième tuyau. Alors le montant est relativement faible, c'est 1 franc par mètre carré, et puis à la construction d'un immeuble, là c'est 30 francs par mètre carré étanche,
Et on a fait tout un travail d'analyse, il y a 10 000 parcelles à Lausanne, pour caractériser chaque mètre carré en fait, et dire s'il contribue ou pas à l'apport d'eau claire dans le réseau. Donc voilà, je pense qu'il y a des modèles comme ça aussi qui peuvent permettre de diversifier un peu les ressources et d'être moins liés au mètre cube d'eau consommée. On a aussi observé cette baisse de la consommation en Suisse. Dans la région lausannoise, il y a une croissance démographique maintenant qui vient contrer la baisse individuelle des consommations. Mais quand même, ça a eu un impact sur les recettes qui est important. Merci beaucoup, Sébastien. Nicolas Garnier, enfin, on va aborder l'expérience de la REP que vous avez accompagnée dans sa mise en place dans le secteur du déchet. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Enfin, on veut tout savoir. Voilà. La REP, c'est un concept qui a été créé par l'OCDE au milieu des années 80. Ça part du principe que c'est une forme d'application de ce qu'on appelle le principe pollueur-payeur, mais j'allais dire à grande échelle. L'idée, c'est de dire celui qui met sur le marché un produit est responsable de la qualité de son produit. Il est aussi responsable des pollutions qu'il génère, directement ou indirectement. Et c'est vrai que la première REP a été la REP emballage, qui a été créée en 92 à l'échelle européenne. Donc on a créé, pour les gens qui ont à peu près mon âge, éco-emballage, si vous vous rappelez de ce premier nom, qui s'appelle désormais Citeo, avec deux idées. La première, c'est que dans le domaine des déchets, que je connais bien, vous avez remarqué qu'à Paris, vous avez des officines qui proposent de racheter vos bijoux en or. Il est en train de s'égarer, mais c'est important ce que je vous dis. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'officine qui propose de récupérer vos vieux carrelages et vos vieux placoplâtres. Ça intéresse personne. Parce qu'en fait, à part les bijoux en or, globalement, l'économie circulaire se fait naturellement. L'économie du système se fait naturellement. En gros, on sait gagner de l'argent en achetant de l'or et en le revendant. Il n'y a personne qui sait gagner de l'argent naturellement en achetant des vieux parpaings cassés et en les revendant. Bon, en revendant autre chose. Donc, il manque un flux financier qui va permettre l'économie d'une solution vertueuse. Voilà le système des REP dans les déchets. C'est comme ça. Donc moi, on pense à Amorce, on est à l'origine de 90% des REP à la française. Donc par exemple, si vous triez vos vêtements, c'est un peu grâce à nous et à nos amis d'Emmaüs. Si vous triez vos déchets dangereux, c'est aussi un amendement d'Amorce qui a été voté au Sénat. C'est le Sénat qui les vote toutes d'ailleurs, dans un souci de financement, de trouver ce flux financier. Et puis récemment, on a fait la REP sur le loisir. Vous pouvez trier vos jouets. Maintenant, vous pouvez trier énormément de choses. Et à chaque fois, l'idée, c'est une éco-contribution sur le produit mis sur le marché. Donc, il y a aujourd'hui une éco-contribution sur la poupée Barbie et le kiki. Un truc sur France 2 sur le kiki. On a fait un spécial kiki, pour ceux qui se rappellent de cette époque-là. Voilà, vous avez une éco-contribution qui permet le financement de la collecte sélective des jouets. C'est ça l'idée. Il y a quand même une deuxième vertu au modèle. C'est que ça crée un signal prix sur le metteur sur le marché qui peut être modulé, et ça c'est important par rapport à ce qu'on va dire sur l'eau, en fonction de la qualité environnementale du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un emballage plastique qui n'est pas recyclable, quand il est mis sur le marché, paye plus qu'un emballage plastique qui est recyclable, parce qu'on considère qu'il est moins vertueux. Donc ça peut aussi permettre de faire un signal prix et de faire évoluer l'éco-conception de ces produits. J'arrive maintenant à la question de la mise en œuvre sur l'eau. C'est la loi Grenelle a fait la première couche, la loi LTECV, pour ceux qui la connaissent, Croissance Verte, a fait la deuxième, et la loi AGEC a fait la troisième. Alors maintenant, la question, c'est si on l'appliquait à l'eau. Pourquoi l'appliquer à l'eau? Parce que vous l'avez compris tout à l'heure, il y a des gens qui aujourd'hui ne payent pas, alors que le traitement quaternaire dont a parlé Vincent va nous coûter les yeux et la tête. Donc, la question est effectivement de savoir si on peut aller chercher ceux qui sont à l'origine de ces pollutions, les PFAS, la pollution médicamenteuse, la pollution chimique, etc. Et effectivement, ce qu'il faut avoir comme conscience, c'est que l'enseignement qu'on a depuis 20 ans, qu'on a mis en place des REP par Amorce et grâce au Parlement, c'est que ça a provoqué un flux financier phénoménal. Je ne veux pas vous faire briller les yeux, mais aujourd'hui, les REP, c'est entre 2,5 et 4 milliards d'euros sont les méthodes de calcul. Donc le flux financier qui venait de nulle part et qui est arrivé pour financer en particulier les services publics de la gestion des déchets est assez phénoménal. Ça, c'est le bon côté des choses. Donc là, je vous ai fait briller les yeux. Mais, il y a un mais. C'est que dans le modèle des déchets, il a été créé des éco-organismes. C'est-à-dire qu'on a donné à une sorte de banque, Citeo est une banque en fait, pilotée par les metteurs sur le marché eux-mêmes, donc Citeo est piloté par Danone, Yoplait et les autres, Coca-Cola, le soin de mettre en œuvre cette politique, sous agrément de l'État. Et ça, tout à l'heure j'ai parlé des agences de l'eau, heureusement, il ne faut pas aller là-dedans, surtout pas, parce qu'à ce moment-là, il y a une gouvernance très compliquée. Antoine, qui est autour de la table aussi et qui est très présent aussi à Amorce, pourra aussi en témoigner, c'est que la gouvernance de ces éco-organismes est schizophrène. La moitié de leur cerveau
Vous imaginez, vous avez un board composé de Coca et des autres. A légèrement envie d'atteindre ses objectifs environnementaux. Donc imaginez la même chose demain avec un éco-organisme qui est composé des gens de l'industrie du médicament, etc. Et l'autre moitié du cerveau a intérêt à dépenser le moins possible pour ne pas augmenter le prix de leurs produits. Voilà. C'est pour ça que l'État joue un rôle important, etc. D'où l'idée que cette REP eau à la française doit s'appuyer sur les agences de l'eau. Parce qu'au moins on a un système qui flèche la recette vers un acteur qui l'utilise. Donc ça, c'est très important. Le deuxième élément dont il faut qu'on parle, c'est effectivement la manière dont ça pourrait se mettre en œuvre. Et là, il y a aussi une difficulté, c'est que plus ils seront présents dans le financement, ces metteurs sur le marché, plus ils auront légitimement leur mot à dire sur ce qu'on est en train de faire. Donc on ne sera plus totalement libre de nos choix dans la capacité à choisir les traitements quaternaires, etc. Alors la question, c'est jusqu'où ils seront influençants ou jusqu'où on dira désolé, mais c'est quand même une responsabilité de service public, de CGCT, etc. Mais forcément, ils vont vouloir dire moi je paye, je veux aussi participer à la discussion. Ça, c'est une deuxième difficulté. La troisième, c'est qu'est-ce qu'on vise ? Quel objectif on vise sur le plan environnemental, juste la DRU ou plus, et vous verrez ensuite des sujets sur la modulation à part de rat. Juste pour vous dire comment ça va se passer, puisque au passage, là on n'est pas sur un sujet théorique, la DRU le prévoit, hein, mais seulement sur deux, les cosmétiques et les médicaments. Genre, ça veut dire il faut s'arrêter. Juste vous dire qu'aujourd'hui, il y a le risque aujourd'hui de louper le rendez-vous avec la REP. Si on fait une REP uniquement sur cosmétiques et médicaments, d'ailleurs ils se sont déjà réveillés, ils ont sorti un communiqué de presse, ils vont se battre contre nos amis du médicament et nos amis de la cosmétique. Partiellement pour de mauvaises raisons, c'est toujours le cas. Hein. Moi, j'en suis à ma 20e REP. La première fois, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Je veux pas payer. Puis après, etc. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas que. Et donc, l'un des enjeux de la conférence de l'eau, là, qui devrait démarrer, c'est de mettre autour de la table tous les polluants générés, les gens des PFAS, les gens des vêtements, les gens des cosmétiques, etc., pour créer une grande redevance de micropollution correspondant aux produits qui génèrent cette micropollution qui, entre nous, ne s'arrête pas aux cosmétiques et aux médicaments, et de faire contribuer tout le monde dans une assise très large qui évitera des enjeux sur l'emploi, enfin vous imaginez très vite qu'on va aller là-dedans, et qui nous permettra de financer au moins partiellement. J'ai dit à Vincent que je dirais le chiffre, je pense que si on se donne rendez-vous, si d'ici 3 à 5 ans, on a généré 500 millions d'euros de flux financiers nouveaux, allégeant d'autant le coût de l'eau dans la mairie, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup. Et ouais, je suis désolée, il y a tous les questions et on a des temps à respecter. Merci beaucoup. Et on va terminer avec vous, Françoise Goulard. Philippe Dallier a parlé tout à l'heure d'équilibre. Aujourd'hui, dans ce contexte de métropole justement de Bordeaux, quels sont vos points de vigilance dans cette période de transcription de la DRU ? Alors, on en a plusieurs. Nos points de vigilance sont plutôt au départ un peu techniques, notamment, donc, comme je l'ai dit, la définition des zonages à enjeu, eutrophisation ou micropolluants, puisque toutes nos stations d'épuration n'ont pas la même taille. Et donc, quand on a une date théorique, mais comment vont être définis ces zonages, sur quelle base scientifique objective. Donc ça, c'est déjà une première question. La deuxième question, c'est sur le calendrier de déploiement. Donc on a là aussi des dates annoncées, mais je pense qu'il va falloir quand même, par pragmatisme, prendre en compte la faisabilité technique et la faisabilité financière de ces applications. Faisabilité technique, notamment parce qu'il va falloir continuer à épurer en même temps qu'on va faire les travaux. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et donc, faisabilité économique, c'est ce qu'on a dit, hein, modèle économique, taux d'endettement. Donc, grosse interrogation sur le calendrier de déploiement. Sur la définition des seuils aussi. On n'a pas reparlé de ces fameux 2%. Nous, on a du mal à atteindre les 5% par rapport à la collecte des eaux pluviales. On est dans une zone où les modèles climatiques nous alertent sur des pluies extrêmes. Et donc, le 2% nous paraît inatteignable. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, en tout cas, s'il faut aller chercher cette performance du dernier point, c'est ce que nous, on appelle des coûts disproportionnés au regard du bénéfice environnemental pour le milieu aquatique. Enfin, c'est notre position. Et puis, du coup, moi, ce que je plaide, c'est pour une approche environnementale un peu globale. On a parlé d'empreinte carbone, neutralité énergétique, donc évidemment le milieu aquatique, mais tout ça devrait être plus intégré, on va dire, que ce qui n'est à l'heure actuelle. En effet.
Merci beaucoup Françoise, merci beaucoup à vous quatre, on peut les applaudir. Éclairage. Est-ce que vous avez des questions? On a 10 minutes. 10 minutes de questions pour nos intervenants. Oui. Oui, bonjour, merci. Donc Claire Rossi, je suis la directrice de l'Université de technologie de Compiègne. Et c'est une table ronde qui porte sur la performance et l'investissement. Et dans les discussions, alors je vais contextualiser un petit peu ma question sur les micropolluants et l'élargissement des micropolluants aux microplastiques. Il y a eu toute une avancée de recherche qui a permis d'améliorer la détection, avancée technologique, de se rendre compte des impacts santé et donc une prise de conscience qui est de plus en plus importante au niveau des consommateurs. Et on le voit, toute la campagne de communication qui a lieu sur le sujet à l'heure actuelle, où maintenant on a des consommateurs qui ont une crise d'angoisse devant leurs poêles en revêtement téflon sur ces sujets. Et en même temps, il y a cette nécessité de l'inclure dans le traitement de l'eau. Vous avez évoqué des investissements colossaux pour pouvoir y répondre, qui va avec un besoin aussi de développer des traitements spécifiques, très, je veux dire, de pointe, pour pouvoir traiter des choses qu'on ne traitait pas forcément avant, et donc un investissement en recherche. Et on sait aussi que quand on développe quelque chose en recherche, ça coûte très cher au début, parce qu'il y a toute la recherche de développement, etc., avec les contraintes de sobriété que vous avez évoquées. Et après, les coûts diminuent, puisque ça devient quelque chose de plus standard, de plus générique, qui est appliqué de manière plus large. Et donc, ma question, et désolée de ce préambule un peu long, c'était à quel moment, selon vous, on place la bonne balance, c'est-à-dire qu'on a besoin de cet investissement pour pouvoir diminuer les coûts ensuite, en traitant correctement les eaux usées, versus des investissements qui paraissent difficilement soutenables. J'espère que j'ai été claire. Sébastien Poteloz aussi. C'est une vaste question. Claire aussi. Mais je pense que derrière ce que vous dites, il y a vraiment aussi un peu le rapport coût-efficacité. C'est vrai qu'on est souvent à vouloir faire au mieux, et puis ça rejoint aussi ce que disait ma collègue de droite. Est-ce que vraiment les investissements sont placés au bon endroit? Et dans tout ce qui a été dit ici, je vois aussi avec ces énormes montants qui doivent être investis des questions de priorité. Ce sera difficile de tout faire en même temps, objectivement. Et moi, je le vois à Lausanne, par exemple, on investit énormément sur la station d'épuration, mais le réseau n'est pas terrible. Et puis, on a des déversoirs d'orage qui ne sont pas équipés de dégrilleurs. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher le 10% d'azote qui reste, alors que peut-être qu'on aurait pour beaucoup moins cher une efficacité meilleure ailleurs? Et souvent, on se cloisonne un petit peu dans des domaines spécifiques avec énormément de volonté de bien faire. Et on peut vite dépenser beaucoup d'argent et avoir une efficacité environnementale qui est peut-être discutable. Tout dépend des situations. Je prends encore un exemple avec l'azote. On vient de découvrir à Lausanne que les émissions de protoxyde d'azote pourraient être 10 ou 20 fois ou 50 fois plus élevées que ce qu'on avait estimé dans un premier temps, avec des mesures. Et le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre qui est 30 fois ou je ne sais plus combien de fois plus puissant que le CO2. Est-ce qu'on élimine combien? 300 fois? Ouais, c'est possible, j'ai plus de chiffres, ouais, c'est possible. Donc est-ce qu'il vaut mieux enlever encore un peu d'azote dans l'eau qu'on rejette dans le lac alors qu'on n'a pas de problème d'eutrophisation, puis c'est plutôt le phosphore qui est l'élément limitant, ou bien l'enlever avec le risque de rejeter du protoxyde d'azote avec un effet de serre énorme, quoi. Et tout ça, ce n'est pas suffisamment pris en compte, j'ai l'impression. Et ça a été dit avant, hein, les parlements, les législatifs qui doivent légiférer n'ont pas tous les éléments pour bien décider. En Suisse, on a été, par exemple, le législatif au niveau fédéral nous impose de récupérer le phosphore dans les boues, dans les cendres. C'était pour 2026. Ça a été voté il y a 10 ans. En 2026, on n'a toujours pas la technologie. Donc, des fois, les lois viennent trop tard. Là, elles viennent vite. Il y a 2 ans de délai. On va pouvoir récupérer ce phosphore. Il y a peut-être un marché du phosphore qui va se créer, un petit peu comme vous l'avez évoqué, pour que ceux qui l'éliminent puissent ensuite vendre des sortes de certificats phosphore à ceux qui ne le font pas. Tout ça, c'est des choses, mais c'est difficile, franchement, de tout mener en même temps. Et voilà, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, mais peut-être un petit peu quand même. En tout cas, l'efficacité environnementale des mesures qui sont prises, elles sont souvent aussi pas suffisamment faites.
Moi, j'arrive pas à vous donner aujourd'hui, par exemple, de bilan sur les stations d'épuration qui éliminent les micropolluants, quel effet positif sur le milieu naturel. Je ne sais pas. Philippe Dallier, peut-être un complément. Vous avez certainement raison de dire qu'il y a des investissements qui peuvent être coûteux au départ et qui vont être très rentables sur la durée. Mais c'est toujours très difficile à estimer. Et puis la question est de savoir... Alors, deuxième point que je voulais dire, une prospective à 10 ans, c'est déjà très compliqué, parce qu'il y a tellement d'éléments variables et tellement de choses qui peuvent se produire. Et puis aussi, il y a la question de savoir d'où on part. Et c'est un peu le problème de la France, c'est que la dette publique est dramatique. La dette des collectivités locales est bien moins dramatique, mais ceci dit, leur situation financière est quand même très, très tendue. La dette du SIAP, je vous en ai parlé, elle est soutenable. En fait, elle sera passée de 1,1 milliard à 2,1 milliards en l'espace de 15 ans au terme du PPI à 10 ans, qui ne parle pas des micropolluants. Donc, vous avez certainement raison de dire qu'en investissant beaucoup au départ sur la longue période, on va s'y retrouver. Mais pour autant, voilà, il y a des niveaux d'endettement qu'on ne peut pas dépasser. Et malheureusement, je pense que ce pays en est là. Vous savez, au Parlement, quand on parlait d'endettement, ceux qui disent que l'endettement n'est pas un problème, ils disent oui, vous savez, l'endettement, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Peut-être, mais enfin, que ça soit de la bonne ou de la mauvaise, ça se rembourse de la dette. Et ça se paye à des taux d'intérêt qui sont redevenus relativement importants. Donc, voilà. Donc, il faut qu'effectivement, en fonction de la situation de ce pays, de nos collectivités locales, du SIAP, etc., on adapte notre programme d'investissement et que ça soit soutenable. Parce que c'est simple, hein, nous, on va aller chercher 400 millions sur les marchés financiers. Enfin, on a besoin de 400 millions. Hein. Si en face, les prêteurs nous disent bah, « Écoutez, on est désolé, mais vous êtes déjà beaucoup endettés, ou alors on vous prête, c'est plus à 3,8, c'est à 4,5 ou 6... Mais enfin, on va déraper très très vite et s'enfoncer très très vite. Partant d'où on part aujourd'hui. Voilà. Donc la première caractéristique d'une dette, c'est qu'elle se rembourse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, il nous reste à peu près 3 minutes, une autre et dernière question pour clôturer cette table ronde liée sur les enjeux de financement avant de terminer avec notre grande session, avec notre grand témoin. C'est absolument intéressant, mais j'ai une question à vous poser sur est-ce que vous avez évalué le nombre de personnes dont vous allez avoir besoin pour faire tous ces travaux? Parce que nous, en Allemagne, on commence à avoir un problème, il nous manque du personnel technique et je ne sais pas quelle est la situation en France. Là, je suis désolé, je ne sais pas répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'en France, on a un gros problème. Enfin, les collectivités locales le voient dans toutes les filières techniques. On a un très, très gros problème de recrutement dans le bâtiment, etc. Est-ce que ça sera un problème auquel les entreprises qui vont travailler pour nous et pour le SIAP, peut-être, mais je ne sais pas du tout le quantifier, moi. Je complète en une phrase avant peut-être que Vincent prenne la parole. D'abord, pour faire la jonction entre les deux questions, les stratégies d'investissement, c'est important, mais les coûts, les OPEX, c'est important aussi. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand même que ces nouvelles technologies vont aussi avoir des impacts sur les OPEX, en particulier au regard des coûts énergétiques, au regard des RH. Et donc, il faut se dire quand même, je ne suis pas sûr que ce soit que des économies. Il y a aussi des coûts supplémentaires qui arrivent avec cette nouvelle technologie. Et juste un mot sur, alors modestement, la partie, c'est sur les REP. Oui, bah, aujourd'hui, c'est près d'1 millier de salariés qui travaillent dans des systèmes d'éco-organismes. C'est pour ça que je préférais qu'ils soient dans les agences de l'eau. Voilà. Françoise. Oui, juste sur l'attractivité de nos métiers, alors que ce soit en interne régie, service public ou les bureaux d'études ou évidemment donc, ceux qui font les travaux. On sait qu'on a en France un problème d'attractivité à tous les niveaux, hein, que ce soit des bac plus 2 jusqu'au bac plus 8. Du coup, la question se pose vraiment aussi, quand j'ai dit la faisabilité technique, ça intègre évidemment ce problème de main-d'œuvre. Oui. Eh bien, écoutez, merci infiniment. On peut les applaudir. Merci beaucoup à vous 4.